fait 10 ans qu'on se connaît, bientôt. Et notre amitié, elle est née au Vietnam, à Hanoï. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Arthur, donc, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Afrique pendant mon enfance, notamment en Côte d'Ivoire, Sénégal. Puis ensuite, je suis parti, une fois mes études terminées, mon diplôme obtenu, je suis parti m'installer au Vietnam pendant 2 ans. Et après, différents voyages, évidemment. Si je t'ai proposé de faire cette interview, c'est parce que je sais que tu as une âme voyageuse, une âme d'aventurier. Et donc du coup, merci d'être là. Avec plaisir. Et j'ai hâte que tu nous racontes tout ce que tu as vécu. Ouais. Déjà, première question, quel est ton rapport au voyage? Quelle place a le voyage dans ta vie? Écoute, le voyage occupe une grande partie. Enfin, en tout cas, j'ai toujours aimé voyager. Je pense que ça tient à mon enfance et à mon parcours, puisque comme je te disais tout à l'heure, je suis né en Côte d'Ivoire, vécu pendant 5 ans en Côte d'Ivoire, puis ensuite le Sénégal. Ensuite, on est rentré en France et puis par la suite, on est retourné en Côte d'Ivoire pendant 5 ans, donc même 6 ans du coup au total en Côte d'Ivoire. Des allers-retours sur le Maroc, une vie au Sénégal également. Et puis après, des voyages au Vietnam durant mes études. Je vais juste voir ton profil un peu voyageur par rapport à l'astrologie. Enfin, on va voir s'il y a des choses qui te correspondent ou pas. Donc, ton signe astrologique est taureau. Tu es ascendant balance et tu as ta lune en capricorne. Tout à fait. Un soleil en taureau, pour un voyageur, ça pourrait montrer une nature à vouloir s'immerger dans son environnement, surtout d'aimer prendre son temps, de passer du temps à préparer son voyage en amont, faire ses bagages. Il y a vraiment ce côté vraiment prendre son temps, puis peut-être préférer voyager avec des personnes, des membres de ta famille, des amis. Alors oui, effectivement, c'est assez intéressant ce que tu dis, notamment sur la question de la préparation du voyage, puisque je me rends compte que souvent quand je pars en voyage, on connaît tous différents profils de voyageurs. Il y a des gens qui vont partir avec le sac à dos directement, une paire de baskets et puis se dire on verra une fois sur place. Moi, je suis plutôt du style effectivement à préparer en amont et à un petit peu baliser, mais tout en gardant et en essayant de garder une place vraiment de spontanéité dans le voyage, et notamment à travers les rencontres avec les gens. Et en même temps, voilà, je donne une grille principale à mon voyage, je donne une trame, mais après, j'essaye dans cette trame d'ajuster, d'affiner, voilà. Mais la trame est assez intéressante puisque c'est le moment où je prends vraiment contact sur là où je vais évidemment, le climat, l'ensoleillement, la façon de se déplacer, la façon de se loger, comment les gens vivent sur place, les pièges à éviter ou les choses à éviter pour offusquer les gens, parce que dans certaines cultures on peut avoir des gestes qui sont déplacés. Donc voilà, un petit peu tout ça, et puis après le moment de partir et puis de s'immerger complètement dans le lieu où je vais. C'est intéressant parce que la position de la Lune dans l'énergie, dans le signe du Capricorne, ça peut accentuer un peu ce côté planifié, prendre du temps pour vraiment tout organiser, limite jusqu'au point de pas trop laisser les choses au hasard. Après, tu as dit que tu aimais bien te laisser une certaine liberté. Est-ce que tu es plutôt du genre à fuir les foules, les groupes, à voyager dans des endroits un peu reculés, pas prendre les autoroutes blindées pendant les vacances, essayer, tu vois, de sortir des sentiers battus et plutôt aller sillonner les petites routes de campagne ou de montagne? Je pense que à travers mes différents voyages que j'ai faits, et notamment plusieurs fois les voyages que j'ai effectués, c'était des road trips, donc que ce soit en moto, en voiture, voilà. Et c'est vrai que généralement, je vais vraiment prendre des petites routes qui, à la fois, effectivement, ça sert à rien d'être dans un embouteillage avec tout le monde au même endroit et puis de se retrouver à la même station essence où tout le monde va vouloir acheter le même club sandwich. Et c'est l'occasion, ça me rappelle notamment un road trip que j'ai fait en moto au Portugal et en Espagne, où je me suis retrouvé à manger dans des espèces de bars ou de choses comme ça, où c'était que des locaux. Et on commande un sandwich au jambon cru. C'est quelque chose qui est peut-être un peu plus authentique et et en fait, il n'y a pas vraiment de touristes qui passent à cet endroit. Donc effectivement, sortir des sentiers battus, c'est plutôt quelque chose que je recherche et que j'aime, puisque ça donne de l'authenticité. Et comme je disais tout à l'heure, la rencontre avec les gens et voilà, d'être au plus près de la culture et des gens, idéalement en tout cas. Super intéressant. Je vais rebondir là-dessus parce que dans ton thème, ton axe du voyage et des déplacements est très occupé. Tu as 3 planètes dans la maison 9 qui est la maison du voyage, aussi des grandes études ou de tout ce qui peut toucher à s'ouvrir l'esprit. Mais du coup, souvent, on réfléchit en axe et on va réfléchir en axe, par exemple, 9-3. Et le 3, c'est plutôt les déplacements,
les moyens de transport, tout ça. Et, Mm. et le 9, c'est plutôt les grands voyages, les grands horizons. Jupiter, qui est la planète par excellence justement d'aller ouvrir les nouveaux horizons, de vraiment la planète du voyage de façon caricaturale, elle est vraiment à domicile, elle est en maison 9. Mm. T'as aussi la part de fortune qui représente vraiment le résumé de notre épanouissement personnel qui est en maison 9 dans les voyages. Mm. Et t'as Mars aussi, qui est un peu notre exutoire, vraiment l'endroit, enfin le secteur de notre vie où on va vouloir s'échapper pour retrouver l'énergie, pour se sentir vivant. Du coup, ça donne quand même un peu un profil de voyageur, en tout cas d'un point de vue astro, qui est bien marqué. Et te connaissant un petit peu, ce qui est assez drôle, c'est que Jupiter, qui représente l'optimisme, la joie de vivre, ce côté de sociabiliser aussi, Mm. du coup, est dans le secteur du voyage. Et toi, de te connaissant, quand tu voyages, quand tu sais que tu vas faire un road trip, quand tu sais que tu vas prendre Mm. l'avion, tout ça, mais on sent que ça y est, tu revis, Mm. on sent, t'as le sourire aux lèvres, tout ça, c'est... Mm. Du coup, c'est hyper intéressant. Quand on a de l'énergie balance, on peut avoir tendance à préférer voyager en duo, avoir tendance à aimer son confort. Mm. Toi, tu te situes comment là-dedans? Je pense que sur les dernières expériences que j'ai vécues, c'est plutôt solo. Ouais. Parce que en fait, le solo me permet aussi de créer mon voyage à la carte Mm. et d'être complètement libre en fait, de décider où je veux aller, où je veux manger, où je veux dormir. Voilà, je suis vraiment maître de mon voyage. Et si une rencontre, un groupe de personnes que je rencontre m'invite à dîner ou quoi, bah du coup, il y a un côté spontanéité, il y a un côté sympa là-dedans qui fait que je suis pas avec un autre groupe déjà ou avec d'autres personnes qui peuvent à un moment donné dire bah, non, en fait, Arthur, là, on n'a pas envie de faire ça parce que ce soir, on est prévu d'être cool. Et voilà, Ok. ça laisse vraiment une part de spontanéité. Du coup, c'est pas forcément l'énergie de la balance au sens voyager en couple, absolument, être en duo. Mm. C'est plutôt le côté vraiment relationnel de la balance que tu vas aller en allant rencontrer des gens, en discutant Mm. avec des gens que tu crois sur ta route, quoi. Oui. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, le voyage en couple, quand il se présente, est très chouette aussi parce que ça fait référence à une phrase qu'on peut retrouver dans le film Into the Wild, justement, à la fin, où il dit que le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Si je te dis plutôt âme de voyageur vacances, ou est-ce que tu es plutôt âme de voyageur expat? Je pense les deux. Je pense les deux parce que comme je le disais en introduction, je suis parti m'installer au Vietnam une fois mon diplôme d'architecte obtenu. Et donc je suis parti comme ça sans rien en partant chercher un travail. Et donc j'ai eu la chance de trouver un travail assez rapidement et d'y vivre près de 2 ans à Ho Chi Minh, donc la ville du sud, grosse mégalopole vietnamienne. Et donc ça, je considère que c'est une partie expatriation puisque j'ai fait le choix de partir vivre là-bas, m'installer là-bas, avoir une carte de résident et développer une partie de ma carrière au Vietnam. Donc ouais, une partie expat et puis évidemment une partie voyage avec les road trips, avec voilà, la partie plus personnelle où on va chercher peut-être plus des rencontres et des beaux paysages. Voilà, enfin, Donc du coup, un peu ce double profil. Pas vraiment de préférence, t'aimes bien, tu trouves ton compte dans les deux. ouais, je trouve mon compte dans les deux. Et puis c'est vrai que, comme je le disais précédemment, j'ai été aussi immergé petit dans le fait de vivre à l'étranger, de bouger. Alors pas de parents militaires, mais de parents qui ont fait ce choix de partir s'installer à l'étranger. Donc c'était vraiment une démarche personnelle de dire, ben voilà, on veut quitter la métropole et on veut aller s'installer à l'étranger, et notamment en Afrique. Donc je pense que ouais, dans le parcours, ça m'a donné l'envie sur du long terme de bouger, de m'expatrier et de bouger quoi. Et de m'installer dans d'autres pays pour découvrir de nouvelles cultures encore une fois. Mais voilà, donc côté expat, ouais. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vécu en Afrique. J'ai des souvenirs de végétation, d'ambiance, de luminosité, de personnes, puisque en Côte d'Ivoire, on avait un cuisinier qui travaillait chez nous. Donc je me souviens de moments où je jouais avec lui. On jouait policier au voleur. Enfin, donc c'est une relation aussi avec des personnes sur place vraiment intéressante. Pour moi, c'était mon ami. Après, aujourd'hui, avec le recul, je me dis effectivement c'était quelqu'un qui travaillait pour nous, mais pour moi, c'était mon pote. Et puis voilà, donc en Côte d'Ivoire, des beaux souvenirs comme ça, des très beaux paysages. J'ai rencontré en tout cas mes meilleurs amis, un groupe d'amis avec qui j'ai fait de la musique, avec qui on faisait plein de choses, donc très très chouette. Ouais. Et puis des souvenirs aussi de rencontres avec les gens. Enfin, encore une fois, c'est vrai que quand on vit à l'étranger, on a parfois des gens qui travaillent chez nous.
mais du coup, ça devient des membres de la famille, ça devient plus que des employés. Et voilà, ça m'est arrivé adolescent d'avoir des conversations philosophiques avec le gardien de la maison. Enfin, voilà, ça m'est arrivé de rencontrer des gens, d'échanger, de créer du lien avec des gens. Donc ça, c'est en Sénégal, on se dit bonjour dans la rue, par exemple, ce qu'on ne fait pas en métropole. Est-ce qu'il y a une sorte de clivage quand même entre les Français, les étrangers et les Sénégalais ou les gens locaux? C'est complètement possible de se mélanger. Je pense qu'après, c'est la même chose que ce qu'on observe en France. Les différentes classes sociales vont peut-être pas naturellement être amenées à se côtoyer et donc ne vont pas forcément se rencontrer. Mais tout le monde se côtoie au quotidien avec une harmonie. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de problématique particulière et ça fonctionne bien. Ouais. Ok. On est là pour parler un peu d'astrocartographie. Je vais pas re-rentrer dans le détail parce que j'en parle dans plusieurs épisodes. Mais en gros, c'est de connaître un petit peu la relation que tu as avec le monde à travers le prisme de l'astrologie. Du coup, si on fait un petit peu le parallèle avec ton astrocartographie, Dakar est pas très loin de ta ligne de Vénus au milieu du ciel et du soleil au milieu du ciel. Ça veut dire que ça peut être quand même une ville où assez optimiste, une qualité de vie, cette notion aussi d'abondance, genre de pas forcément galérer. On vit bien, on mange bien, on profite de la vie. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as ressenti ou pas trop? Alors, oui et non. Après, je pense que vu que c'était une période où j'étais plutôt adolescent ou jeune, on n'a pas les mêmes problématiques quand on est adulte. Voilà, c'est pas moi qui contrôlais les finances, c'est pas moi qui travaillais. Voilà. Après, je pense que oui, la vie était agréable. On avait la chance d'être là-bas. On avait un cadre de vie qui était très chouette, des rencontres très intéressantes, notamment, comme je disais tout à l'heure, mes meilleurs amis que j'ai rencontrés à Dakar. Donc c'est sûr qu'on avait une vie sympa. Oui, on avait de la chance d'avoir une vie agréable et le cadre de vie avait des points positifs et des points négatifs, mais en tout cas, oui, c'était vraiment très chouette de grandir dans cet environnement. Quand même, moi, l'expérience qui m'a le plus bluffé, celle que tu as faite récemment, enfin il y a quelques années, que tu as entrepris de toi-même à un moment en plus un peu charnière de ta vie, c'était quand même ton voyage en Norvège. Cette histoire-là, elle est quand même assez incroyable. Et tu as mené un projet de A à Z. Un moment où, dans le cadre d'une reconversion professionnelle et de réflexion sur mon avenir, j'avais des projets. Et en fait, avant de démarrer ces nouveaux projets, et dans un moment où on sortait à peine du Covid, donc il y a eu beaucoup d'années difficiles, plus de voyages en l'occurrence et tout ça. Donc pour des gens qui aiment voyager et qui aiment sortir de chez eux, c'est compliqué. Donc là, à ce moment-là, effectivement, j'ai cherché à partir en voyage et j'avais besoin en fait de retrouver un sentiment de liberté et j'avais besoin d'autonomie. Et donc en fait, je me suis dit où est-ce que j'aurais envie d'aller où je ne suis pas allé, et donc notamment les pays du Nord, parce que je me suis dit que c'était les endroits où j'allais pouvoir potentiellement retrouver le plus de sentiments de liberté et le plus d'air pur, de nature en fait. Je pense qu'on est post-Covid, tout le monde a manqué énormément de nature et de besoin de se reconnecter à des grands espaces et tout ça. Je me suis dit que ce serait incroyable. Donc là, on était à peu près à quel moment? C'était quelle année? Janvier 2022. Je dis bon, j'avais un peu d'argent de côté, j'avais quelques économies et j'ai commencé à regarder un petit peu dans la phase de planification de voyage, j'ai commencé à regarder un peu ce que me coûterait un voyage en Norvège. Et je me suis dit, ok, si je pars, que je loue une voiture, que je me prends un Airbnb et compagnie, ça va me coûter 2000 et quelques euros la semaine. Et je me suis dit, bon, comment je pourrais voyager et agrandir l'expérience, puisqu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de retrouver de la liberté, de la nature et tout ça. Et en fait, en réfléchissant un peu, je me suis dit, mais pourquoi je ne partirais pas en voiture aménagée? Et pour le même budget, en fait, je tenais un mois en Norvège. En partant depuis Bordeaux, donc en faisant la route depuis Bordeaux, un voyage qui au final était de 9000 km sur un mois à peu près. Et du coup, là, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une voiture qui soit assez grande, qui ait des bonnes proportions pour qu'en fait, je puisse vivre dedans pendant un mois, dormir, bouquiner, dessiner, je sais pas, s'il pleut, que je puisse au moins être dans la voiture de manière assez confortable. Et donc, mon choix s'est porté sur un monospace. Alors, pas pour les qualités esthétiques intrinsèques à la voiture, mais vraiment parce qu'il y avait un rapport hauteur-longueur qui était très intéressant. Et puis j'ai commencé donc en parallèle du fait de chercher cette voiture-là, en occasion,
j'ai commencé à croquer avec des bouts de calque, avec des plans. J'ai commencé à dessiner un petit peu ce à quoi ressemblerait l'intérieur que je voudrais. Et donc, ce projet-là constituait à imaginer, dessiner et concevoir, aménager cette voiture pour pouvoir partir un mois en Norvège. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé la voiture, j'ai fini de prendre les dernières mesures, j'avais tout modélisé en 3D. Après, j'ai fait, voilà, je suis passé à Leroy Merlin, toutes les... C'est quand même pas commun. La plupart des gens, enfin, quand on pense à road trip, on va soit penser camping-car. Aujourd'hui, il y a la tendance des vannes aménagées, qu'on achète directement tout fait, où il y a des gens qui sont en mode, ok, je vais me faire mon propre van aménagé. Mais une voiture aménagée, c'est quand même... Enfin, fallait quand même avoir l'idée, quoi. Il y a quand même pas beaucoup de gens qui pensent à faire ça. Je pense que comme souvent, en fait, les idées viennent des contraintes. Et là, c'était une contrainte financière. J'avais pas les moyens d'acheter un van. J'avais loué un van, j'avais regardé, me coûterait aussi beaucoup d'argent. Et puis ça consomme plus qu'une voiture. Et aussi, il y a un paramètre hyper important quand on se déplace en voiture aménagée, à l'inverse du van, c'est qu'on peut aller partout. Et on peut aussi moins attirer l'attention sur soi. Alors qu'un van, en fait, très rapidement, aujourd'hui, c'est de plus en plus développé. Et donc, tous les parkings régulent l'accès même au van. Et donc, on va avoir des barrières à 1,90 m qui vont dire un van ne passe pas. Là où une voiture peut se faufiler partout, en fait. Donc, c'est vrai que ça avait, sur le papier, plein d'avantages. Et compte tenu de mes finances, je me suis dit, mais il faut que je m'achète une voiture qui me permettra d'avoir un minimum de confort. Et donc, c'est là où, comme je disais tout à l'heure, j'ai dessiné, j'ai imaginé. Il y a un truc qui t'a donné cette idée de voiture aménagée ou c'est toi dans ta tête juste parce que, justement, avec cette fameuse contrainte? J'ai pas vu beaucoup d'idées, d'ailleurs, dans la partie sourcing, donc d'essayer de trouver des idées pour voir des petites astuces, des petites choses d'aménagement que j'aurais pu identifier et essayer d'appliquer, puisque je partais d'une page blanche et j'avais jamais fait ça. Et en fait, je trouvais quasiment rien. Je trouvais très peu d'informations, même sur Pinterest, même sur plein de sites. Je trouvais très peu d'informations et j'ai vu quelques personnes qui commençaient à faire des modules d'aménagement, alors des choses propres. Et c'est sur YouTube que j'ai vu des gars qui se filmaient en mode un peu camping avec des 4x4 ou des choses comme ça. Je me suis dit, bon, ok, il y a quelques personnes qui font ça. Et voilà. Mais en tout cas, pas d'exemple. Enfin, ça a été très dur de trouver des exemples de ce qui se faisait. Et donc, j'ai essayé de récupérer un petit peu des principes des vannes que j'ai adaptés sur ma voiture en termes de modularité ou en termes de façon de créer les rangements, les stockages. Mais tout est vraiment, après, le design est vraiment partie de la voiture elle-même, quoi. Est-ce que ton entourage a été plutôt soutenant ou est-ce qu'ils t'ont dit t'es un peu fou, ça n'a pas trop de sens? J'ai eu les deux réactions. Mon entourage a compris, je pense, même si il y a tout de suite des questions pratico-pratiques qui arrivent en mode mais t'as pas peur, je sais pas, de te faire braquer, comment tu vas aller aux toilettes, comment tu vas te doucher, enfin tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a ces questions pratico-pratiques qui viennent assez rapidement, mais je pense que mon entourage qui me connaît assez bien, c'est que je suis quelqu'un qui aime être sur les routes, qui aime voyager. Et du coup, je pense que les gens se sont dit oui, c'est un projet qui lui correspond. Ensuite, quelques collègues de travail qui ont pu dire mais t'es complètement fou, enfin, pourquoi tu fais ça? Mais moi, je prends quand même mon signe, les gens qui me disent mais t'es fou de faire ça parce que bah, ça veut dire que c'est différent et que En tout cas, je pense que j'ai pas eu de doute parce que c'est une manière de voyager qui, moi, me parle et j'aime l'idée de me recréer un petit cocon, une petite maison sur roue et finalement voilà, de découvrir des lieux à travers ma petite maison sur roue, quoi. Du coup, entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu es parti sur les routes, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé à peu près 6 mois. Ok. Donc, le temps de trouver la voiture, de commencer à dessiner les plans, faire la 3D et tout ça. Je travaillais en même temps pour mettre le maximum d'argent de côté pour le voyage, à raison d'une fois par semaine en moyenne d'aller chez mon oncle pour faire la construction parce que j'avais pas d'outils et j'avais pas de lieu pour bricoler. Donc voilà, le temps d'acheter les fournitures. Et la voiture, j'avais planifié que la voiture soit prête au mois de juin. Et donc elle était prête au mois de juin. Ça m'a pris, ça m'a pris 7 journées entières de travail pour tout construire. Donc l'équivalent d'une bonne semaine de travail, mais disséminé sur plusieurs mois. Et puis au mois de juin, elle était prête. Et après, j'ai fini de travailler. J'ai fini de glaner les derniers accessoires dont j'avais besoin pour le voyage, d'être bien sûr d'avoir pensé à tout parce que bah, je savais pas trop non plus où j'allais dormir. Enfin, voilà, il y avait une part d'aventure qui faisait que bah, je me disais qu'il fallait que je sois prêt à une nuit peut-être où il fasse très froid, une nuit où il va faire très chaud. Donc j'ai essayé de baliser un peu tout en prenant de la moustiquaire, en prenant des pulls qui réchauffent, voilà, d'essayer de prévoir un peu tous les scénarios possibles. Et puis le temps de finir les dernières petites courses, de prévoir tout le matériel et puis de partir sur la route
Je suis parti le 3 juillet précisément. Tu es architecte de métier, donc ça a dû t'aider pour faire toute la 3D, pour dessiner, faire les croquis de ton aménagement. Bien sûr. Mais par contre, il me semble que tu n'avais pas vraiment de notion de bricolage. Non, j'avais aucune notion de bricolage, enfin, à part les maquettes qu'on fait en école, et encore, l'ironie du sort, c'est que j'étais très mauvais en maquettes en école d'archi. Mes maquettes étaient toujours les plus moches. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon oncle, qui lui était directeur technique d'une ferronnerie, donc qui a une grosse expérience de bricolage, a supervisé le chantier, mais toute la 3D, tous les plans, toute la conception, c'est moi qui l'avais anticipé. On en a parlé ensemble pendant des repas et tout ça. Et finalement, il a vraiment joué le rôle d'un guide, mais il n'a pas fait à ma place. Vraiment, ce qui a été super, c'est que, en fait, c'est moi qui ai réalisé à 100% cet aménagement. Lui, il a supervisé les travaux, mais son rôle est hyper important parce qu'en fait, sans supervision, on ne se sent pas forcément en sécurité de le faire, ou on se dit que peut-être si on fait une bêtise, comment on va la rattraper. Et lui, il était là pour, à certains moments, me dire, fais gaffe, tu coupes pas bien droit, ou bon, là, on va récupérer comme ça. Donc, il y avait son expérience qui m'a permis vraiment de finir, de fabriquer un produit fini vraiment chouette et d'être vraiment content de cet aménagement, quoi. En fait, pour avoir vu ton aménagement, c'était hyper bien réfléchi parce que t'es pas allé chercher dans des trucs hyper compliqués. T'es pas allé acheter du bois massif ou je sais pas quoi. C'était quoi, du contreplaqué, c'est ça? C'est du contreplaqué, oui, parce que de ce que j'avais vu, c'était le bois qui était le plus intéressant en termes à la fois d'épaisseur, de résistance et de poids. Donc ça t'a permis de faire une voiture aménagée pas trop lourde et en même temps d'optimiser un peu l'espace et que les panneaux de bois soient pas trop épais pour pas te faire perdre trop de place et pour que tu puisses stocker au maximum en fait. Oui, et puis pour qu'ils tiennent, parce que je me disais que moi enfin, je suis pas léger non plus, je fais plus de 80 kilos, et il fallait que quand je sois assis il fallait que quand je sois assis dans la voiture ou que je me déplace dans la voiture, que je casse pas la structure non plus. Enfin, donc concrètement, en termes d'heures de travail, vraiment de bricolage, ça a planté quelques heures au total. T'es allé jusqu'au bout et ensuite t'as décollé pour la Norvège. T'étais la veille de partir, t'étais comment, dans quel état émotionnel? J'étais assez excité, j'avais pas chargé la voiture la veille pour pas risquer de me faire piquer des trucs dans la voiture ou tout ça. Donc j'ai vraiment chargé le matin. Le matin, je me suis levé, je suis plus à 6h30, 7h, un truc comme ça. J'ai grignoté un bout et puis j'ai pris toutes mes affaires. J'avais pas mal d'affaires du coup à descendre. Donc j'ai fait 2-3 allers-retours et puis j'ai commencé. Là, c'est vraiment le moment où en fait l'aménagement a pris vie. Parce qu'au départ, c'était vraiment juste des sons de stockage, des trucs. Enfin, j'avais imaginé, mais j'avais pas encore mis tout le matériel que j'avais acheté. Donc là, c'était le moment de dire ok, je vais mettre le matelas gonflable à cet endroit-là, je vais mettre ma couette à cet endroit-là, le couteau suisse à tel endroit parce que j'en aurais besoin comme ça. Et comme j'avais anticipé les besoins, le jerrycan d'eau rempli de 20 litres d'eau à tel endroit. Enfin voilà, donc c'est là où j'ai commencé vraiment à tout remplir. Et c'est là où ça a pris vie et je me suis dit waouh, ça y est, c'est vraiment le départ. Et voilà, là effectivement, le moment où on passe la première vitesse et on part, on se dit ok, je pensais à la base même ça aurait été 8000 km de voyage, mais ça a été 9000 au final. Donc ouais, c'est... T'as pas eu la boule au ventre ou t'as pas eu des peurs Pas spécialement. Le seul point de stress que j'ai eu, c'est le matériel, de me dire est-ce que ma voiture va pas tomber en panne ou comment ça va se passer, parce que il y a eu certains moments où je me suis retrouvé dans des lieux vraiment très reculés, où j'avais quasiment même pas de barre de réseau ou de quoi appeler une dépanneuse si j'étais en panne. Et c'était l'objectif de ce voyage, c'était de déconnecter complètement et de se retrouver en pleine nature. Et ça a complètement rempli ce rôle-là. Mais du coup, il y avait 2-3 fois où je me suis dit, oh, la voiture, faut pas qu'elle me lâche là parce que sinon, je suis embêté, quoi. Mais bon. En tout, combien de semaines de voyage? En tout, au total, un mois entier. Ok. Un mois entier. Un mois entier. Donc, t'es parti de Bordeaux. Ouais. T'es passé par Paris, j'imagine? Oui, j'ai fait une première étape à Paris pour voir des amis. Ensuite, le lendemain, je suis parti en Belgique pour voir de la famille. De la Belgique, je suis parti en Allemagne. Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est je voulais me concentrer sur la Norvège. Donc, j'ai beaucoup roulé au début pour arriver en Norvège. Et donc, je faisais un jour un pays, grosso modo. Donc, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait le Danemark, j'ai fait la Suède. Et après, paf, je suis arrivé en Norvège. Et arrivé en Norvège, là, je me suis octroyé du temps. Donc, combien de jours pour arriver, en sachant que tu as fait quelques étapes, mais
Combien de jours avant d'arriver vraiment en Norvège en voiture? 5 jours, 5-6 jours. D'accord, 5-6 jours. 5-6 jours pour faire déjà 2000 et quelques kilomètres. Ouais, déjà. Parce qu'en fait, bah, on sait Bordeaux, déjà, Bruxelles, c'est la diagonale de la France. Bruxelles, Allemagne, Allemagne, Danemark, Danemark, Suède, Suède, Norvège. Donc ça fait déjà de la route. Ouais. Déjà, enfin, je veux dire, quand j'ai passé la frontière allemande, c'était une première sensation agréable. Frontière danoise, là c'était encore autre chose. Suède, je me suis dit waouh. Et puis ce qui est très chouette quand on est sur la route comme ça, c'est qu'on voit que les paysages changent. On voit que les marquages au sol changent, que le revêtement change. Donc on vit la route et on vit les différences en fait de pays via la route, quoi. Donc ça, moi ça me plaît. Et puis après voilà, arriver à Oslo et puis toute une promenade sud Norvège et ouest. Je regarde Oslo sur ta carte. C'est la lune au fond du ciel. Oslo, tu t'es senti comment? Oslo, c'était chouette, mais c'est pas la partie qui m'a fait le plus vibrer en Norvège. Ouais. Et la partie qui m'a plus fait vibrer, c'était les fjords, donc à l'ouest. Okay. Et bah, je ne suis pas astrologue et j'ai pas la compétence que tu as, mais je vois qu'il y a une ligne qui passe pas très loin de vraiment sur la côte ouest norvégienne, là où j'ai pas mal bourlingué et bougé, quoi. Ouais. Bah justement là où cette fameuse côte ouest, là où tu as la ligne de Saturne au fond du ciel qui longe en parallèle toute la côte ouest de la Norvège, bah du coup c'est l'énergie de Saturne. Saturne en archétype, c'est un peu le vieux sage qui est en train de gravir sa montagne tout seul, en mode très très solitaire, un peu coupé du monde. Du coup ça demande discipline, courage, effort. Est-ce que tu t'es senti comme un ermite? Bah, du coup, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça a été un voyage très solitaire. Le fait de vivre, de manger, de dormir, de rouler dans une voiture seule, c'est clairement le fait d'avoir voyagé comme ça en solitaire dans cette voiture et d'avoir fait des points de dormir dans la nature tous les jours. C'était quelque chose de très solitaire. C'était un dépassement de soi aussi parce que bah, il faut trouver des lieux qui paraissent assez sécurisants pour dormir. Parce que j'ai fait le choix de ne jamais dormir dans les campings ou dans des lieux qui étaient déjà balisés par l'homme. Donc toujours au plus près de la nature. Pour un citadin que je suis, bah, c'est une aventure, c'est une expérience. Se retrouver seul, avec aucun bruit dans la voiture, et se dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà. Mais je fais ce que je suis venu chercher, en fait. C'est-à-dire, je respire, je me connecte à l'environnement, je dessine, j'écoute de la musique, mais j'essaye vraiment de retrouver tout ce qui me manquait, c'est-à-dire cette connexion avec la nature et ce besoin de grands espaces. Mais du coup, oui, je pense que la métaphore, elle est intéressante, dans le sens où, oui, j'ai fait des choses que je n'avais pas fait avant, je me suis dépassé sur certaines choses, dépassé des peurs, dépassé des appréhensions. Et puis j'ai fait aussi de très belles rencontres parce que à certains moments où on pousse peut-être la solitude à un point où on s'en devient gênant, et on cherche peut-être parfois un peu le contact avec les gens, et c'est ce qui fait que au cours du voyage il y a eu des rencontres intéressantes, des repas avec des personnes comme ça improvisées, le simple fait d'avoir une plaque d'immatriculation française, certains passent, disent ah vous êtes français, voilà, ça crée un petit échange de 5 minutes, mais ça redonne un peu de chaleur en se disant ok, bon, je suis pas seul dans cette aventure, en fait, c'est plus grand que moi. Et j'ai fait randonnée pour aller voir un glacier que j'avais pas spécialement fait avant non plus. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, c'était clairement le fait d'escalader une montagne, d'aller voir un glacier. Enfin, je reprends la métaphore que tu as utilisée. Sur différents plans, en fait, il y a vraiment eu ce dépassement et avec le sac à dos, la voiture, peu importe, mais le fait d'évoluer, en fait, d'évoluer et de se dépasser. Voilà. Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des moments où tu as regretté pendant ton voyage, tu t'es dit qu'est-ce que je fous là, c'est trop dur J'ai eu effectivement un soir comme ça, j'ai appelé mon meilleur ami et tout ça, ça le fait beaucoup rire. Encore quand on parle de la Norvège et de ce voyage-là, où je lui ai dit, mais en fait, ce que je fais, ça n'a rien d'exceptionnel. Et je lui ai dit, je vois pas pourquoi je suis en train de faire ça. En fait, j'ai rien inventé, je suis pas en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Alors, peut-être que
peu de gens ont fait la Norvège en voiture aménagée, mais c'est vrai qu'il y a eu un soir où je me suis dit pourquoi je fais ça, et en fait, je suis rien en train de faire d'exceptionnel. Et on a eu une longue conversation là-dessus. Il m'a dit, tu fais quelque chose d'exceptionnel pour toi. Et en fait, tu vis une aventure et c'est ce pourquoi tu es parti, c'est ce pourquoi tu as fait tout ça. Donc, profite du voyage. Il y a des moments stressants, voilà, tout voyage a des moments stressants, il faut gérer le budget, si tu es dans un contexte en plus où l'essence était extrêmement chère à ce moment-là. Donc, un voyage de 9000 km avec une essence à plus de 2 euros, ça avait aussi bouleversé le budget prévu. La Norvège qui est un pays très cher aussi. Donc tous les jours, c'est une nouvelle petite bataille avec soi-même pour retrouver son équilibre et pour en même temps changer Enfin, se secouer un peu aussi de son quotidien et sortir de son quotidien, parce que c'est ça aussi l'idée du voyage. Donc, T'arrives à dormir quand même? j'ai jamais aussi bien dormi que dans ma voiture. Ok. Ouais, j'ai des nuits sans rêve, mais des nuits réparatrices, et je me réveillais en moyenne à 8 heures du matin, voire 7 heures. Et en fait, c'était particulier parce que c'était l'été, et la Norvège à ce moment-là, le soleil se couchait jamais vraiment. Donc, j'avais la chance parce que j'étais au sud, donc c'était pas aussi fort qu'au nord de la Norvège. Mais déjà au sud, en fait, on va dire de 11h30, minuit, jusqu'à 5h du matin, c'était comme si le soleil était en train de se lever. Donc il était juste derrière l'horizon et on voyait la lueur du ciel. Et Donc comme c'était s'il jamais allait une se nuit lever. noire, quoi. J'ai pas eu de nuit noire. J'ai pas eu de nuit noire. Il y avait peut-être un côté rassurant quand même, quand t'es tout seul au milieu de la nature. Ouais, et puis j'ai eu des fois des rencontres improbables d'animaux, Ah oui? notamment des moutons. Ah bon? Oui, et une nuit où à 4h du matin, j'entends un bruit d'un truc qui se cogne contre la voiture, et donc je me réveille en sursaut et je me dis voilà, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu. Puis vite fait je regarde, on voyait dehors puisqu'il y avait cette lueur du jour, donc je regarde à droite à gauche, je vois rien, et puis à un moment donné je vois un mouton qui passe et qui fait bah. Et donc là je réalise que c'est le mouton qui était venu taper contre ma voiture, donc je descends pour voir qu'il n'y ait pas de dommages ou quoi, et puis donc bah rien heureusement, mais il était 3h30, 4h du matin, quelque chose comme ça. Et puis je lui dis, mais mec, la Norvège n'est pas assez grande pour toi. Et il me regarde l'air de dire, rien à faire. Il se cale à côté de la voiture et un autre troupeau la rejoint. Donc ils sont tous mis autour de la voiture en mode genre t'inquiète mec, on protège ta caisse. Et donc tu peux te recoucher. Voilà, c'était drôle. Fallait pas avoir envie de faire, enfin d'avoir une envie urgente, une envie pressante. Parce J'étais que bien sinon, gardé. tu marchais sur les moutons, quoi, non? Non, ils étaient quand même Ah oui. un peu espacés, mais, Ça devait être drôle. mais c'était drôle, ouais. C'était drôle et chouette. C'est le final de Ils les venaient avoir. chercher la chaleur de la voiture, c'est ça, tu penses? Non, je pense pas. Je pense peut-être juste, ils ont senti peut-être une présence humaine Ok. et peut-être habitués, je sais pas, à des bergers ou peut-être un besoin à ce moment-là d'être à côté d'un humain. Je sais pas ce qu'ils sont venus chercher. Mais... Les plus beaux paysages que tu as vus, Mm. c'est lesquels en particulier t'ont touché? Plusieurs. Mais celui qui reste gravé dans ma mémoire et qui a représenté tout mon voyage, c'est le fait d'être monté en altitude. Donc pas si haut que ça, 1300, 1400 mètres d'altitude, mais d'avoir roulé en fait au milieu de glaciers et d'avoir vu de la glace et des icebergs sur des lacs, alors qu'on était au mois de juillet et que c'était les périodes les plus chaudes de la Norvège. Et cet endroit-là, il faisait 8 degrés à peu près. Ouais, ça c'est un paysage assez marquant. Les fjords aussi, puisque c'est vraiment des monolithes de granit qui... Je m'aventurerai pas sur ce que c'était comme roche, mais je dirais du granit. Mais ouais, c'est vraiment des pitons rocheux qui font 400-500 mètres de haut. Donc il faut imaginer que c'est plus haut que la Tour Eiffel et qui sont verticaux et vraiment d'aplomb en face de soi. Et on est face à ça, c'est très impressionnant. Donc ouais, les fjords sont connus d'ailleurs pour ça en Norvège, mais vraiment ce paysage, les glaciers, la banquise, je m'emballe. Mais des mini icebergs et voilà, de la neige qui m'a servi de frigo. Mais Oui, voilà. parce que du coup, dès qu'il faisait froid comme ça, tu pouvais utiliser la neige. Enfin,
le sol vraiment gelé de ces pays, enfin ça te servait de frigo quoi, tu mettais ta bouffe dans... Bah, du coup, c'est vrai que comme j'avais une glacière, mais que la glacière, je la rechargeais à coups de glaçons. Mais j'ai pas eu trop de problématiques avec la glacière parce que c'est vrai qu'en Norvège, il fait pas si chaud que ça en été. Mais ça m'est arrivé 2, 3 fois de mettre ma nourriture dans la neige, comme ça, dans un sac plastique, tac. Et bien, évidemment, de récupérer le plastique et tout ce qu'il y avait avec ensuite pour pas laisser de traces. Mais vraiment, me servir de la nature comme. Bah oui, laisser ma glacière dehors pour le frais, quoi. Génial. Mm. Ton plus beau souvenir de la Norvège? De ce road trip en Norvège en particulier? Plus beau souvenir, un des plus beaux souvenirs, le souvenir le plus fort, ça a été de repasser la frontière française au retour et se dire, putain, je l'ai fait, quoi. Donc ça, c'était un gros souvenir. Enfin, très fort en émotion, parce que là, j'ai dit à ma voiture, je dis, putain, on revient en France après avoir fait 9000 bornes, quoi. Sinon, après, en Norvège, je pense vraiment que les glaciers ou la rencontre avec les moutons. C'est parce que j'ai eu aussi une autre rencontre avec des moutons où un matin, j'étais en train de me doucher dans les montagnes et un troupeau de moutons passait par là et me regardait, l'air de dire qu'est-ce que tu fais. Bah, y a quand même des belles rencontres animales et aussi humaines, parce que j'ai rencontré des Français aussi qui faisaient le tour d'Europe. Mais pour répondre à la question, je dirais quand même, ouais, le plus beau souvenir, c'est les glaciers. Ouais. Trop chouette. Ça donne envie. Combien de budget à peu près t'avais prévu, en sachant que t'avais vraiment une grosse contrainte financière, t'avais pas non plus trop d'argent à dépenser pour ce voyage. Et en plus, sur un mois, c'était quand même quelque chose de conséquent. Donc, tu te souviens à peu près du budget Ouais, donc la voiture m'avait coûté 5000 €, mais ça, je l'avais pas intégré dans le budget, je l'avais mis à part puisque c'était la condition pour démarrer le projet. Donc la voiture, 5000 €. L'aménagement, au total, en tout et pour tout, m'a coûté 350 €. Donc avec les vis, avec les équipes, enfin tout ce dont j'avais besoin. J'avais prévu 1000 € d'essence à peu près. Donc je pense que j'ai plutôt été à 1300 ou 1400 d'essence. Et je m'étais prévu 700 €, ouais, peut-être un peu moins, même plutôt 500 € de rab pour me faire un petit resto, pour me faire des petits plaisirs de temps en temps, ramener un petit souvenir, voilà. Et la nourriture, je l'avais compté à part parce que je m'étais dit, bah, en fait, que je mange en France ou que je mange en Norvège, bah, j'applique ce même budget habituel à la nourriture. Donc j'avoue que la nourriture, je ne l'ai pas fait rentrer dans mon budget global. Mais j'avais prévu à peu près 2000 € au total pour le voyage. Donc 350 € d'aménagement. Du coup, ouais, quasiment 1300, 1400 d'essence. Donc on est à 1700. Ouais, j'avais même, en fait, à la base, j'avais prévu 1200 d'essence, 350 d'aménagement. Donc on était à 1550 et 450 € de rab pour faire un resto, pour faire une petite sortie. T'as un petit peu dépassé, je crois. J'ai un peu dépassé, je crois que j'ai dépassé peut-être de 300 €, quelque chose comme ça. Notamment avec un petit péage oui, cadeau. C'est vrai, il y a eu oui, parce qu'en fait, quand on change de pays, donc quand on passe du Danemark à la Suède, on a un pont à passer. Donc à l'aller, c'était 3,50 € le passage, donc c'était raisonnable. Et en fait, au retour, j'ai eu la surprise que au retour, c'était pas 3,50 €, c'était 60 € ou 65 € le passage. Donc c'était un forfait finalement aller-retour. Et j'ai passé ma carte, j'ai payé, mais étonnamment, j'ai jamais été débité de ce passage-là. Bon, bah, bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle. Et après, oui, il y avait aussi, mais pareil, je n'ai jamais reçu les factures de ça, mais normalement en Norvège, quand on rentre dans les villes, on paye un péage. Et donc, bah, là, ils identifiaient la plaque, ils prenaient en photo la plaque et ils ont envoyé justement à l'adresse les factures des entrées et sorties des villes, des prises de ferry, le ferry pareil. Mais j'ai jamais reçu les. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Ouais. Est-ce que tu t'as senti qu'il y avait un avant et un après? Ouais, je pense que oui, parce que quand on part pour une aventure comme ça, on a des doutes, on a des questions, on expérimente. Bah, c'est bête, mais moi j'étais pas un grand campeur et j'ai eu des moments où bah, il a fallu que je prenne une douche en extérieur. Comment on prend la douche, comment on gère la douche solaire, est-ce qu'elle a assez chauffé? Ben non, elle n'a pas assez chauffé. On prend la douche plutôt le matin, plutôt le soir.
d'aller aux toilettes, comment gérer tout ça. Enfin, aujourd'hui, oui, j'ai l'expérience de ce voyage qui me permet de partir serein en voyage et de savoir que on remplit pas trop la douche, sinon on se la prend sur la tête, ce genre de choses, quoi. Bien après. Et au niveau, est-ce que ça t'a aidé à éclaircir tes envies professionnelles sur le moment, enfin du moment? Est-ce que t'as senti que c'était un voyage qui t'aidait à avancer dans ta vie ou au final c'est juste un moment de déconnexion? Bah, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais un projet professionnel établi, donc j'avais fait le choix de savoir où j'allais professionnellement avant de partir, pour être serein aussi et pour pouvoir profiter pleinement du voyage. Je ne sais pas si professionnellement ça change des choses, mais par contre ça, ça m'a permis de me rendre compte que c'était un type de voyage que j'aimais et que dans le futur j'aimerais reproduire ou voilà, je reste ouvert à l'idée d'avoir une autre voiture plus tard et de l'aménager différemment et de repartir sur les routes en voyage comme ça pour expérimenter autre chose. Pour la petite anecdote, du coup, tu as changé de projet, tu as déménagé à La Réunion, tout ça. Et au moment où tu as dû te séparer de ta voiture et de ton aménagement, tu as réussi quand même à vendre ton aménagement Ouais. à une dame qui en avait profondément besoin. Et en fait, moi, cette histoire, elle m'a trop touchée. Oui, c'est vrai, c'est que quand j'ai vendu ma voiture, j'ai eu des soucis avec la voiture au moment de la vente. Donc la voiture s'est vendue à part de l'aménagement, voilà. Et l'aménagement était en vente sur le Bon Coin. Je pense 3 jours ou 4 jours avant que l'annonce ne se supprime automatiquement par le Bon Coin. Donc j'avais mis vraiment l'aménagement seul. Et une dame me contacte en me disant que c'est exactement ce qu'elle recherche et que vraiment elle voulait savoir si l'aménagement pourrait aller avec son véhicule à elle. Donc elle me donne les références de son véhicule, on regarde et je lui dis que oui, a priori il n'y a pas de souci, sous réserve de petits détails que je ne maîtrise pas du constructeur, mais oui. Et elle me dit c'est parfait, c'est voilà. C'était tout ce qu'elle voulait. Et effectivement, c'était une dame qui venait perdre son mari, qui avait besoin de renouveau, qui avait besoin de projets. Peut-être un peu comme moi. Alors, j'avais pas perdu ma femme ou mon mari, mais peut-être que c'est arrivé aussi. Moi, je suis parti à un moment donné où j'en avais besoin. J'avais besoin vraiment de rupture avec ce que j'étais en train de vivre et ce que j'allais vivre. Et je pense que cette personne-là avait aussi besoin d'une rupture et de changement en fait. Et quand elle est arrivée pour récupérer l'aménagement, puisqu'elle me l'a réservé, et donc 3 jours après, l'annonce supprimée automatiquement par le Bon Coin. Donc vraiment, ça s'est joué à très peu. Et quand elle est venue, je l'ai aidé à le mettre en place, elle expliquait comment ça marchait, et comment, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais fait moi-même, donc il n'y avait pas de mode d'emploi, mais c'était assez simple à monter en 3 étapes, c'était fait. Et elle était plus que ravie et elle m'a recontacté il y a, avant de partir, juste avant, ou peut-être en arrivant à La Réunion, je ne sais plus, il y a 2-3 mois, en me envoyant quelques photos de l'aménagement qu'elle avait repeint et voilà, c'était un peu approprié. Et elle l'avait déjà installé dans sa voiture en me disant que maintenant elle finalisait avec des petits rideaux, elle se faisait ses petites banquettes, ses petits trucs, mais qu'elle était plus que ravie effectivement que cet aménagement ait une deuxième vie en fait. C'est fou de trouver quelqu'un qui est dans un moment de vie difficile, qui du coup a ce projet aussi de faire une voiture aménagée dans laquelle elle va ressentir sentiment de liberté, s'évader, se couper de son ancienne vie entre guillemets, et en même temps qu'il y a une voiture dont les dimensions correspondent. Ah oui, que ce soit vraiment la même chose. C'est un truc de fou. La probabilité est très faible. Ouais. Complètement. C'est une belle histoire. Ouais, très chouette. Si tu avais un message à faire passer à des gens qui rêveraient de partir un petit peu à l'aventure en van aménagé ou en voiture aménagée comme toi, mais qui n'osent pas, quel serait ton message ou ton conseil? Mon conseil serait, premier truc, c'est choisissez une voiture qui sera adaptée à vos besoins. Regardez la consommation d'essence, regardez l'espace que vous allez avoir, regardez les besoins que vous allez avoir de cette voiture. Est-ce que finalement c'est juste un endroit où vous allez dormir et vous avez besoin de rien d'autre, et donc à ce moment-là vous pouvez privilégier une voiture un peu plus petite ou juste un espace dormir. Voilà, essayez de réfléchir à vos besoins, vraiment identifier vos besoins. Trouver une voiture qui
un kilométrage assez raisonable et qui paraît en bon état. Et puis après, faut se faire plaisir. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'images, de références sur comment aménager une petite camionnette, un petit Kangoo, un berlingot, des petites voitures qui sont plutôt adaptées à ce genre de voyage. Donc vraiment, trouver son véhicule, c'est une alchimie qui doit se faire. Et puis penser à aménager ce lieu vraiment en fonction des besoins et des envies. Et puis ne pas avoir peur de partir. Et aussi, choisissez une destination qui correspondra, qui vous fera vous sentir en sécurité. Parce que je pense que c'est challengeant de dormir dans une voiture. Et trouver la destination qui vous fera vous sentir en sécurité. Moi, la Norvège, j'avais fait des recherches et j'avais vu aussi que c'était un coin très safe, que j'allais pas être embêté, que j'allais pouvoir aussi me connecter à la nature sans qu'on vienne m'embêter. Et puis même être dans un environnement où la nature allait être respectée par les gens qui y vivent. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont permis aussi de faire un choix et où je me suis dit je vais pas me retrouver dans un camping puisque je voulais vraiment pas me retrouver dans un camping. Donc choisir des destinations dont vous avez envie et choisir des destinations qui vous font vous sentir safe pour dormir et pour voyager. Ouais. Trop chouette. Merci beaucoup Arthur Avec pour plaisir. ce témoignage. Merci Avec grand plaisir. pour ton retour d'expérience. Et puis, à très bientôt. Au plaisir.